Bonsoir à tous. Bienvenue au Beau Jour. On trouvait que c'était un bel endroit pour recevoir Franz Bartelt que d'être dans un bistrot, un café, parce que c'est des lieux qu'on trouve assez souvent dans son œuvre. Et puis, il y a l'hôtel du Grand Cerf aussi. La presse s'est amusée d'ailleurs à dire qu'on transformait ce soir ce café en hôtel des Grands Cerfs pour la venue de cet écrivain. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont jamais lu Franz Bartelt. Il y en a. Vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance parce que là, vous allez. J'espère que vous avez du temps parce qu'il a une œuvre abondante. On n'a pas mis tous les livres là parce que je pense que il aurait fallu un mur complet pour aligner les 150 et quelques livres de cet auteur qui nous arrive des Ardennes. J'ai parlé de l'hôtel du Grand Cerf, mais on parlera d'autres livres. Un des grands lecteurs de France, c'est notamment Serge. Moi, je ne me souviens plus très bien par quel livre j'ai démarré votre œuvre. Mais quand on découvre votre œuvre, un livre, il y a les bottes rouges, il y a... Enfin voilà, on ne va pas citer tous les livres, mais on va rentrer tout à l'heure dans quelques-uns des livres. On va prendre du temps pour la lecture aussi. On est frappé par une écriture qui... vous avez eu, il y a quelques années, le Grand Prix de l'humour noir. Et on est... Enfin moi, c'est une... des textes qui dans cette époque parfois un peu morose, quand on lit du Franz Bartelt, on part un peu ailleurs. Je vais juste lire un tout petit extrait notamment d'un texte moi, qui, je trouve, révèle assez bien ce qu'est le personnage. Et puis ensuite, on partira avec Serge sur ces routes ardennaises pour retrouver... ce qui fait vos livres, ce qui fait vos influences, les personnages qu'on y trouve, qui sont toujours tous assez réjouissants. Voilà, citation. « Si j'avais un vœu à formuler en frottant la lampe, ce serait celui de ne jamais avoir à laisser à la mort le soin de faire tout le travail. Je tiens beaucoup à me détruire avec les égards que l'homme se doit à lui-même, en abusant de toutes les préméditations imaginables, le vin, le tabac, les repas entre copains dans les crayonneries crapuleuses de la zone frontière, les promenades dans les bois et le long des ruisseaux, la lecture, l'écriture, les plaisanteries de mauvais goût, la musique à fond les biscottes, la mauvaise foi, la contestation politique, l'effervescence antireligieuse et bien d'autres manigances de salubrité personnelle. » C'est extrait d'un petit livre, moi, que j'adore et que je recommande pour les gens qui n'ont pas encore découvert l'œuvre de Franz Bartelt. Ça s'appelle « Depuis qu'elle est morte, elle va beaucoup mieux » dans une collection qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Je me souviens d'avoir lu un de vos portraits, Franz, dans le Monde des livres, il y a quelques années, peut-être à l'époque du Grand Cerf. Et la journaliste qui était arrivée chez vous, à côté de Charleville-Mézières, dans le village où vous habitez, vous avez demandé si elle avait le droit de voir votre bureau, l'endroit où vous travaillez, et vous aviez refusé en disant que c'était votre endroit à vous et que personne n'y rentrait. C'est surtout parce que le ménage n'était pas fait. Alors, j'aimerais peut-être qu'on parte de cette pièce-là. Qu'est-ce qui vous pousse, Franz Bartelt, à écrire autant et à écrire tous les jours encore ? Je ne sais pas, c'est mystérieux, mais je crois que ça vient tout au départ d'une espèce de fascination, non pas pour la littérature, mais pour le langage. Parce que mon père était allemand, ma mère française, mon père était protestant, ma mère catholique, je me suis tapé l'église, je me suis tapé le temple, et j'étais quasiment bilingue quand j'étais jeune. Mais après, il y a eu le conflit des générations, je me suis disputé avec mon père, enfin j'étais très jeune, je me suis accroché avec mon père, donc je me suis interdit l'allemand. Et donc maintenant, je le connais encore un peu, mais pas beaucoup. Donc ce qui fait que c'était le langage qui me parlait, c'est-à-dire qu'on puisse dire les mêmes choses en allemand et en français, qu'on puisse s'ennuyer de la même façon au temple et à l'église,
tout ça, ça faisait partie d'une espèce de langage qui me semblait commun à tous les hommes partout. En plus, j'ai épousé une Italienne, ce qui a encore compliqué ma psychologie. Et je ne voyage pas. Je suis une espèce de sédentaire errant. Donc je voyage par les livres, etc. Mais surtout par les mots. C'est les mots qui m'intéressent. Et je suis très minutieux là-dessus. D'ailleurs, je peux vous faire un petit exemple de ça. Oui, oui, oui. Parce que vous savez, j'écris mieux que je ne parle. Hein. Alors, parce que là, on est au début. Serge me parlait du début tout à l'heure. Alors, je vais vous faire un truc sur le début. Et vous allez voir, c'est du bon français. C'est dans un petit livre qui s'appelle, je ne sais pas trop quoi, qui avait été publié par un éditeur de Troyes. Mais c'est un des grands traumatismes de ma vie. Et donc là, je suis en situation, puisque le début est déjà bien entamé. Je voudrais ouvrir ici une parenthèse au sujet du verbe entamer, ou plutôt de son renforcement, rentamer. Rentamer. Hein ? Faut bien se le mettre dans la tête. Rentamer que les dictionnaires donnent comme légitime et qui m'a fait perdre une partie houleuse à ce jeu d'origine anglo-saxonne que je hais depuis et qu'on appelle le Scrabble, dont le but est d'aliéner les mots en les réduisant à un assemblage de lettres sans autre valeur que les points dont elles sont le faire-valoir. À ce jeu, il se trouve toujours un joueur paresseux et malin qui se contente de poser un R devant un verbe qu'on s'est donné le plus grand mal à composer avec le produit ô combien précaire et problématique de plusieurs tirages calamiteux. Par exemple, après bien des perplexités, on réussit à écrire le verbe « envoyer ». Aussitôt, avec un sourire mouillé de perversité, l'adversaire, au prix d'un effort minime, ajoute un R et fait le verbe « renvoyer ». On a tous vécu ça, hein. Parfois sur une case rouge, qui triple ses gains et décuple la vexation du joueur au détriment duquel l'opération a été fomentée. Certes, on admettra qu'au-delà de l'indélicatesse et de l'inélégance du procédé, c'est de bonne guerre. On l'admettra. Seulement, s'il compose, lui, le mot « aimer », il nous interdit de proposer « rémer », au prétexte que rémer n'est pas dans le dictionnaire, alors que renvoyer y figure. Il nous interdit aussi réponger, ou ragoniser, ou ruriner. Bien utile dans la vie lorsqu'on éprouve le besoin d'éponger de nouveau, qu'on a la chance d'agoniser une fois de plus, et qu'on a envie d'uriner encore un peu. Pendant qu'il ragonisait, il a ruriné, il a fallu le réponger. Sans être du Chateaubriand, cette phrase veut bien dire ce qu'elle veut dire. On imagine facilement la scène. Tout y est, clair, mesuré, sans équivoque, sans grâce superflue, mais sans vulgarité. Un mot, en un mot, français. Il n'y a qu'au Scrabble qu'elle provoque des indignations. Je comprends qu'on puisse hésiter devant l'emploi de remourir ou de reguillotiner. Mais au fond, remourir, pourquoi pas? Ça s'est déjà vu après tout. Enfin, il faut connaître la Bible un peu. Hein. Je la connais 2 fois, moi. Ça s'est vu après tout, et si ça ne s'est pas vu, c'est que la condition humaine est vraiment désespérante. Mais tout cela ne serait que des enfantillages s'il n'y avait le verbe « rentamer », qui est un cauchemar cautionné par tous les dictionnaires, un crime officiel contre le bon sens, un genre d'humiliation pour ce qu'il y a de mauvaise foi et d'insuffisance lexicographique chez les cartésiens honnêtes. Définition du verbe entamer. Entamer. 2 points, ouvrez les guillemets, je prends la définition dictionnaire. Ôter une partie à quelque chose dont on n'a encore rien pris. Exemple,
entamer un pain. En résumé, entamer, c'est ôter une partie à un pain dont on n'a encore rien pris. Vous me suivez bien, hein, c'est compliqué. Démonstration. Voilà le pain. Oui. J'ai envie d'entamer le pain. Je ne lui ai encore rien pris, et hop, je lui enlève un croûton. Que me reste-t-il? Un pain dont il manque un croûton. Hein? Comment dois-je m'y prendre alors pour rentamer, c'est-à-dire entamer de nouveau ce pain déjà entamé, du fait qu'il n'est plus quelque chose dont on n'a encore rien pris? Hein? Il me semble pas inconvenant de croire qu'en matière de panification sémantique, tout ce qui est entamé n'est plus entamable. Le pain est entamé une fois pour toutes. On peut éventuellement entamer ce qui reste du pain entamé, mais en aucun cas on ne pourra le rentamer ni en qualité de pain, ni en qualité de pain entamé. C'est complexe, hein? D'ailleurs, dans le cas où il serait possible de rentamer le pain entamé, comment nommer ce pain d'abord entamé, puis rentamé? Du pain rentamé? Tu me passeras le pain. Non, pas celui-là. Le rentamé, s'il te plaît. À l'exception des joueurs de Scrabble et des académiciens, personne n'oserait jamais soutenir une pareille extravagance. Voilà. C'était pour marquer le début. Mais pour remarquer le début encore mieux, je voudrais ajouter, tout à l'heure, on les a salués tous, mais je voudrais quand même, par les temps qui courent, les saluer toutes aussi. C'est quoi? Ben oui, tout de même. Je ne vais pas m'attirer de remarques désobligeantes en disant il est sexiste, il a dit tous, pas toutes. Voyons. Ça ne se dit plus, ça. Bien, alors je vous ai embêté assez comme ça. Oui, alors j'ai la dure tâche de présenter Franz Bartelt en quelques lignes. Abordez votre œuvre, Franz, même si certains voudraient vous cantonner à quelques encablures autour de l'Archeville, je le vois comme d'aborder un continent. Les paysages y sont si variés. De la poésie subtile du recueil Les Marcheurs à celle mélancolique du livre que vous inspire le plus célèbre des toiles de Hopper, des chroniques et des nouvelles dont parmi tant d'autres je voudrais signaler une rareté dans l'ouvrage collectif La Grande Boucle, la désopilante biographie d'un Jacques Anquetil. Pas le Jacques Anquetil que vous connaissez. Des pièces radiophoniques sur France Culture et de théâtre régulièrement jouées. Je vous ai même écouté chanter des blues grinçants avec Annie Trubert, et tant de romans où vous subjuguez le lecteur sans ménager ses zygomatiques. Le grand public commence à découvrir ce continent en 1995, avec la publication d'un premier roman, Les Enfants du Paradis. Les fiancés du paradis. À chaque fois, je dis les enfants du paradis. Signalons que s'il s'agit du premier roman publié, il vient après une trentaine d'autres romans et des dizaines de milliers de pages qui constituent le socle hercynien de ce continent Bartelt. Des milliers de pages produites à l'occasion de vos longues nuits lorsque vous travaillez dans une usine au nord des Ardennes. Je choisis volontairement le mot « produite », car vous aimez rappeler que le travail d'écrivain est comme celui d'un ouvrier d'usine. Et vous avez la volonté de toujours respecter des horaires ouvriers. Je vous soupçonne, peut-être que vous le ferez un jour par coquetterie, d'installer une pointeuse à votre bureau. Ah, mais il y en a une. Moi, je suis incapable de vivre sans horloge, j'ai des horloges partout. J'ai besoin de savoir l'heure tout le temps. Et dans mon bureau, j'en ai 6. Le micro. Ah, on a affaire à des gens qui sont durs d'oreille, alors. Donc, je me sens en famille, là, tout d'un coup, parce que franchement, là, moi, j'ai une oreille, je suis pratiquement sourd. Mais je ne veux pas me faire appareiller. Ma femme me dit toujours,
Va te faire appareiller. Mais après, je vais l'entendre beaucoup mieux, et ça, j'aime autant pas. Hein. Parce qu'elle a un côté autoritaire, donneuse d'ordre, elle a travaillé dans l'industrie toute sa vie. J'aime autant vous dire, ça rigole pas. Bon, eh bien, qu'est-ce que j'ai dit ? On continue. Continuez. Oui. Continuez, parce qu'il m'a dit qu'il fallait qu'on se vous voie. Oui, j'ai du mal. Il n'y a pas de héros dans vos romans, il y a des gens. Parfois vraiment anonymes. Les narrateurs de Le Jardin du Bossu, des Bottes Rouges, de Je ne sais pas parler, n'ont pas de nom. Ou alors ils en ont d'improbables. Frioul et Zouline, dans les fiancés du paradis. Je les Ma Jésus, dans le dans le Fémur de Rimbaud. Mais là, il a existé, hein, Jésus. Oui. C'est souvent. Moi, Jésus, c'était un type qui est de Haute-Rivière, que sa mère adorait, qui était très couvé par sa mère. Et quand sa mère faisait le ménage, quand il était petit, elle le prenait, elle l'asseyait sur la cheminée. Puis elle a dit « Oh, qu'il est beau, ma Jésus !» Et donc j'ai entendu ça pendant... Parce que dans les Ardennes, on met les prénoms, le masculin, ma belle par exemple. Quand on dit ça à un garçon, on dit ma belle. Hein, le masculin remplace le féminin. Alors je ne sais pas si c'est équivoque ou quoi, j'en sais rien, mais c'est un genre. Et toujours parmi ces noms improbables, le formidable Vertigo Culbertus dans L'Hôtel du Grand Cerf. Dans Singerie, on choisit de se moquer de Pierre Durand, qui a un nom tellement normal au milieu des patronymes de tous ses congénères. Ces noms participent de la transformation de ces êtres singuliers, de ces êtres universels en êtres singuliers. Car les voilà entraînés dans des aventures extravagantes, happés dans des engrenages d'un quotidien qui relève bientôt de l'épopée. Dans un entretien enregistré à la librairie Dialogue, vous parlez d'une sublimation de la banalité. Ces personnages ont des corps, une pesanteur, des besoins, des envies démesurées. Ils sont le plus souvent emportés par les élans d'une libido incontrôlable, devrait-on dire d'une animalité. Animalité primale dans le roman-poème La Haute Nuit, où les mères et les pères s'adonnent à des accouplements sauvages sous le regard d'un maître d'œuvre, démiurge indécis. Animalité revendiquée dans La Chasse aux grands singes, où Mélos, enseignante renvoyée pour avoir tabassé un élève, s'éprend d'un animateur... Qui le méritait, oui, tout à fait. S'éprend d'un animateur de zoo déguisé en primate et décide de l'aimer en se déguisant à son tour. Ajoutons que la plupart sont aussi de fiefés soifards. Beau défi que d'estimer les hectolitres de bière et d'autres alcools consommés dans vos romans. Régalons-nous, de ces spiritueux émergent nombre de réflexions spirituelles. À chaque nouvelle incursion sur le continent Bartelt, nous retrouvons cette prose impeccable, parsemée çà et là d'un mot rare, mais d'une rareté sans pédanterie. Vous êtes traduit dans de nombreuses langues. Je me demande comment un traducteur s'en tire avec vos formules pince sans rire, avec par exemple cette grandiloquence malrucéenne déployée par un personnage du Grand Bercail. Nous reconnaissons dès les premiers pas un style, un ton, un mélange de loufoquerie et de mélancolie parfois. Bref, nous voilà en terrain familier et pourtant, au détour des chemins, il y a le plaisir toujours renouvelé de ces surprises dont vous avez le secret. Car vous nous mitonnez des intrigues réglées comme des machines infernales. À propos du Jardin du Bossu, vous expliquez « C'est une épreuve entre le lecteur et moi. J'explique au lecteur que je suis en train de te tromper, de te leurrer, et tu vas me croire. Et pourtant, je te dis de ne pas me croire. » Et il me croit quand même. Avec l'année des 13 lunes, aux éditions de l'Arbre Vengeur, vous entreprenez un travail de mineur dans ce socle continental que j'évoquais tout à l'heure. Dans sa présentation du livre, l'éditeur vous décrit comme arpentant un étroit territoire littéraire à coups de romans, de nouvelles et autres chroniques. Moi, j'y vois un vaste territoire, un continent, dont je ne donne que quelques pauvres aperçus, car Franz Bartelt n'est pas résumable. C'est très gentil hein, quand même, enfin bon, c'est très exagéré aussi. Hein.
Il ne vous a pas dit que c'était un copain depuis longtemps, près de 50 ans. Donc il a peur de dire du mal. Alors qu'il en pense peut-être. On parlait tout à l'heure, avant cette rencontre, des premières phrases de romans. Parce qu'effectivement, quand on s'amuse à prendre chacun de vos livres, la première phrase est toujours... Enfin voilà, elle donne envie de la suite, ce qui n'est pas toujours le cas dans la littérature. Hein. Juste celle, par exemple, des bottes rouges. J'ai toujours aimé éplucher les pommes de terre. Et vous racontiez tout à l'heure que le plus dur, c'est de trouver la première phrase. Et une fois que vous avez trouvé la première phrase, tout le reste arrive derrière. J'aimerais que vous racontiez ça. C'est pas vraiment le plus dur. Le plus dur, c'est de trouver les noms des personnages. Alors, une fois que j'ai le personnage, j'ai l'histoire. D'accord. Vertigo Culbertus, il n'y a pas de problème, ça ne peut être que ce qu'il est dans le roman, quoi. Et puis, on parlait tout à l'heure de Frioul et de Zouline, mais Frioul et Zouline, personne s'en est aperçu, même pas moi. Mais c'est la même personne, c'est un seul personnage, des deux faces d'une même dépression. Donc il y a la dépression suicidaire et puis la dépression qui, tant que ça va, ça va. Hein. Et donc Frioul, c'est Franz, FR, et Zouline, c'est Z de mon nom, donc ça produit Franz. Donc je parlais de moi, de deux types de mélancolie que je pouvais éprouver ou souffrir ou subir. Et une fois que j'ai les personnages, j'ai tout le reste. Mais j'observe autour de moi quand même. Je regarde les gens. Dans l'année des 13 lunes, c'est un peu plus sociologique. Je peux vous lire d'ailleurs un tout petit texte, parce que c'est tout petit, hein, c'est très court. Je ne suis pas certain de l'avoir pris. Mais j'avais pris parce qu'il me plaît beaucoup. J'en profite pour vous donner une première phrase. Dans Nulle part mais en Irlande, si les yeux sont le miroir de l'âme, les sourcils sont des poils qui pensent. Donc vous allez voir, c'est comme ça qu'on observe les gens. Alors j'ai des voisins, parce qu'on parlait tout à l'heure du petit territoire, mais c'est vrai que j'ai écrit tous mes livres sur 1 km², quoi. Grosso modo, c'est ça. Mais il y a plein de gens, quand je suis par exemple en panne d'aspiration, je prends mes bottes ou mes chaussures et puis je vais faire le tour des étangs. Et là, je rencontre toujours des gens qui me racontent des histoires et j'ai plus qu'à recopier. Et là, c'est ça. C'est une voisine. Alors, c'était quand même déjà. Le journal avait déjà parlé de moi. J'avais déjà publié des livres. Donc, les gens croyaient que j'étais un type très à cheval sur le langage, etc. Et donc, il y avait une dame, pas très âgée, une mère de famille. Un jour que je passe devant chez elle, elle était là, puis on discute, le bout de gras comme toujours. Alors voilà, une mère de famille d'habitude assez grossière, avec qui je discutais samedi sur le pas de sa porte et qui pensait que j'étais homme à me choquer d'un langage un peu leste, se ruinait le caractère en utilisant devant moi qu'un vocabulaire convenable. C'est un effort louable que de faire le choix de la décence lexicale. Nous parlions de choses et d'autres avec une délicatesse presque académique. Il lui échappa bien un « il nous les casse quand même » qui avait vilaine figure. Mais elle s'empressa de rattraper cet écart en ajoutant « comme on dit vulgairement ». C'était donc une citation. Rien à critiquer. Apparut alors du fond du couloir son petit garçon, âgé de 3 ou 4 ans, et qu'elle avait abandonné dans les cabinets. Elle eut un mouvement d'épaule pour se tourner à moitié dans la direction de la petite voix qui venait vers elle, et tout en se penchant vers l'enfant et en oubliant qu'à moitié que ma présence requérait, selon elle, une correction verbale parfaite, elle lui demanda d'un ton exagérément affable « T'as bien chié, mon ange ?» C'est authentique. J'ai strictement rien inventé. Hein. Et tous les jours, si on regarde bien autour de soi, on entend ça tout le temps. Et des tas de gens sont comme ça. Bon, c'est bien, hein, c'est de la sociologie. Voilà. Alors, on vous connaît pour avoir écrit de nombreux polars. Mais vous dites vous-même, je n'écris pas des romans policiers. J'en détruis les codes,
Est-ce que vous pourriez expliquer? Ah non, je ne peux pas expliquer ça, mais je peux dire une chose, c'est que pendant des années, j'ai appris à lire dans les romans policiers. Ma mère lisait les romans policiers, donc j'ai lu des tas de policiers très jeunes, hein. Vraiment très très jeunes. J'ai commencé à lire c'était les Miss Marple, des choses comme ça. Bon, j'en ai lu et j'ai continué toute ma vie à en lire. Et mon rêve, c'était d'écrire des romans policiers. Jamais réussi. Je faisais des plans, je croyais qu'il fallait calculer tout. Et finalement, un beau jour, je me suis dit, je vais écrire un roman policier, comme j'écris mes autres romans. Et c'est là que j'ai pu faire L'Hôtel du Grand Cerf, et plus tard, Le Jardin du Bossu. Mais Le Jardin du Bossu, c'est un peu spécial, c'est parce que j'étais arrivé à la fin de l'année, dernière semaine, et j'avais pas mon quota de pages. Comme je suis un ancien de l'industrie, j'ai quand même passé 20 ans dans les usines. Donc on a des quotas, hein. Il faut produire, hein, sinon on vous fout à la porte. Et donc là, il me manquait 187 pages. Alors je me suis dit, je vais écrire un roman qui se passe dans ma maison, qui fera 187 pages, où il y aura le personnage principal, le narrateur, n'aura pas de nom parce que ça sera moi. Et puis je vais bidouiller quelque chose rapidement. Donc j'ai écrit commencer le lundi après-midi, je l'ai terminé le vendredi soir. Et j'ai écrit ça très très vite, en prenant soin aussi de commencer par des grossièretés. En me disant, peut-être que Jean-Marie Laclaftine, qui est mon éditeur chez Gallimard, l'acceptera pour la série noire, parce que je le suppliais toujours de me mettre dans la série noire, parce qu'il me pensait que quand j'étais dans la série... le jour où je serais dans la série noire, je pourrais boire du whisky tant que je voudrais, alors que je bois 2 bières, je suis saoul, parce que je parle beaucoup des bistrots, mais je parle des bistrots, des gens que j'admire dans les bistrots. Dire les gens qui ont toujours... on pourrait dire des cons, mais c'est pas vraiment des cons. C'est le con selon ma conception à moi, c'est-à-dire des gens qui, aux questions sans réponse, trouvent une réponse. Et à tout prix, il leur faut une réponse. C'est-à-dire ils construisent un monde qui est aussi solide que la réalité, mais qui fait d'illusions, et puis d'une illusion qui est puisée plus ou moins dans la boisson, hein. Mais moi, l'alcool ne m'a jamais rien fait de positif. Il m'a rendu malade. J'ai toujours bien aimé ça, mais j'ai jamais pu en boire beaucoup. Et j'avais des copains qui buvaient 40 bières à la soirée. C'était mes dieux. Au bout de 3 bières, j'allais aux toilettes toutes les 5 minutes. Et au bout de 4, j'avais envie de vomir. Alors maintenant, je suis un peu plus aguerri, mais enfin, j'en bois pas beaucoup quand même. On disait quoi déjà ? Que tu n'écrivais pas de romans policiers. Oui, c'est ça. Ben voilà, j'ai répondu. Hein. Mais j'ai répondu comme les mecs des bars. Vous avez remarqué ? C'est-à-dire, ça veut rien dire. Mais en même temps, ça passe le temps. Hein, c'est tranquille, c'est pas désagréable. Il n'en restera rien. Demain matin, vous aurez tout oublié. Puis de toute façon, ça n'a strictement aucune espèce d'importance parce que il y a 2 choses qu'il faut savoir, c'est que un écrivain, soit vous avez des écrivains qui écrivent pour écrire, et vous avez des écrivains qui écrivent pour parler de ce qu'ils ont écrit. Et moi, je fais partie de la première catégorie. Donc, on ne me voit jamais à la télévision, jamais à la radio, mais je refuse avec une espèce d'arrogance de type solitaire, etc. C'est pas vrai du tout. Je refuse parce que je suis très mauvais dans ces exercices-là. Je suis nul, quoi. Je bafouille, je suis pas bon. Je perds, parce que j'ai le cerveau qui fonctionne à la vitesse de l'écriture. Mais ça, c'est vrai, hein. Et pas la vitesse de la parole. Et donc, les gens qui parlent ont les idées qui s'articulent assez rapidement, de façon assez vive. Moi, c'est pas le cas. C'est-à-dire que demain matin, je vais dire, tiens, j'aurais dû dire ça. Et puis, je l'ai pas dit. Non, je suis vraiment très bête. Oui. Mais des fois, je me fais plaisir en écrivant, quoi. Et en écoutant les gens, parce que l'écriture, c'est juste fait pour recueillir ce que le monde vous apporte. Parce que j'ai besoin d'anonymat, moi. Je me sens bien parmi les autres, dans les anonymes, dans les gens. Ça, je suis à l'aise.
Sinon, le reste, la vie vaudrait pas le coup d'être vécue si c'est pour vivre, pour avoir de la notoriété, par exemple. Qu'est-ce que c'est la notoriété? C'est la monnaie de singe. Et puis après, vous allez avoir un succès, puis vous allez passer, c'est comme les vieux chanteurs là, qui ont fait un tube un jour à 20 ans, et puis à 60 ans, on les retrouve, ils courent encore après le succès, ils chantent le même tube. Moi, j'ai jamais écrit 2 fois le même livre. C'est intéressant, enfin, moi, quand je pense à vous, je pense à aussi un autre écrivain qui a choisi aussi de rester dans sa maison, dans l'endroit où il a toujours écrit, et qui écrit autant que vous, c'est Pierre Pelot, par exemple. Ah oui, Pierre Pelot, enfin, je connais ses livres. Oui. Je connais ses livres, oui. Alors lui, il produit, beaucoup Oui, plus que enfin, moi. oui, peut-être plus, mais bon. Mais en tout cas, ce besoin de rester dans son bureau et d'écrire à 1 kilomètre autour de l'endroit où on est. C'est-à-dire que moi aussi, toute ma vie, j'ai espéré avoir la carte de réduction du retraité pour pouvoir voyager. Puis je ne l'ai pas eu. Il était trop tard. On parlait des noms, Serge parlait des noms, mais il y a aussi l'importance des lieux aussi. Non, les lieux n'ont pas d'importance. C'est vrai. C'est toujours ma maison, mon quartier. C'est toujours la même chose. La forêt. Ça peut se passer à oui, bien sûr, mais cet hôtel du Grand Serre, il est habité, quoi, par exemple. Il est habité. Enfin, je trouve que les lieux sont... ah oui, mais on est dans ces lieux, quoi. Ah oui, l'hôtel du Grand Serre, c'est chez moi. Mais il y avait un hôtel du Grand Serre, ça va dire rien à personne, ça, mais à Lyons-la-Forêt. Et quand j'étais jeune, j'avais une idole. Il existe encore? Vous connaissez Lyons-la-Forêt? Belle ville. Mais c'était une ville qui avait une... Je suis de là-bas, moi. Je suis né aux Andelys. Ah ouais, c'est bien. Et donc, il y avait un hôtel du Grand Serre qui était fréquenté par Antoine Blondin, dont j'étais un fou furieux, ne serait-ce que pour une phrase, parce qu'il écrivait dans l'Équipe. Donc il faisait des comptes rendus des étapes du Tour de France. Il en a fait je ne sais combien. Mais il avait une phrase qui m'avait frappé. Je ne me souviens plus quel coureur arrive en haut du Tourmalet, épuisé, mais bon, il gagne l'étape. Et Blondin a écrit comme ça, il arrive au sommet premier dans un état second. Et c'est là, ça a été une révélation pour moi. Et j'ai fondé tout ce que j'écris, j'ai fondé sur 2-3 trucs comme ça qui sont très très simples. Par exemple, Flaubert dit pour rendre une chose intéressante, il faut tourner longtemps autour. Et c'est ça. Moi, prends un truc banal et je tourne longtemps autour. Bon, il y a des choses comme ça, ou d'Hôtel qui dit comme ça. Écrire, c'est approcher lentement. J'aime même mieux quelque chose que je raconte souvent, parce qu'il y a une écriture de professeur et une écriture d'écrivain. L'écriture de professeur, on va prendre Jean-Paul Sartre, dans Huis clos. L'enfer, c'est les autres. C'est magnifique comme phrase. J'ai adoré ça, moi, quand j'avais 18 ans. J'ai découvert la pièce. L'enfer, c'est les autres. Alors, on ne peut pas trouver mieux. Eh bien, si. On peut trouver quelque chose qui est écrit, non pas par un professeur, mais par un écrivain, un véritable. On trouve ça dans l'anthologie des fous littéraires d'André Blavier, republié à l'édition des Cendres, formidable livre, où il y a une dame qui écrit, pour moi c'est la véritable vérité de l'écrivain, c'est « s'il n'y avait personne, tout le monde serait heureux ». Ça veut dire la même chose, ça veut dire l'enfer c'est les autres, seulement c'est une formulation d'écrivain. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien moi je me suis basé là-dessus. Donc c'est pour ça, c'est pas étonnant qu'on trouve des tas de bizarreries dans ce que j'écris, parce que je cherche à m'écarter un peu d'un réalisme trop fonctionnel. Enfin, je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est quand même épatant. S'il n'y avait personne, tout le monde serait heureux. Faut le trouver, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. J'ai entendu en Belgique, il n'y a pas longtemps, ça va. Des trucs qu'on n'entend nulle part, on ne peut pas inventer, quoi. Oh, ça sent l'automne, les parasols sont en solde. Et
spontanément, on ne peut pas l'inventer, ça. Il faut avoir une base, quoi. Faut l'avoir vaguement entendu, et puis là, après, on peut l'écrire. Enfin bon, je vous ennuie peut-être. Non, au contraire. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je voudrais juste citer une phrase qu'il y a dans Je ne sais pas parler. Écrire est un art du silence, de la rumination, de la lenteur. On écrit comme la terre remonte à la surface les pierres qu'elle puise au fond d'elle-même. On parle comme la montagne s'écroule en laissant couler les galets le long de ses pentes. Ce n'est pas le même travail. C'est vrai que de temps en temps, je peux dire des choses pas trop idiotes, mais, mais c'est des accidents. Hein. Eh ben, en parlant d'accidents, vous expliquez également que quand vous écrivez, vous ne cherchez pas à faire rire. Ah non, je suis plutôt un tragique. Voilà. J'écris sérieusement, je découvre après coup que les lecteurs ont ri. Mais, au départ, je croyais qu'ils se moquaient de moi. On me disait, ouais, votre roman, c'est marrant. Ouais, les fiancés du paradis, ce qu'on a ri, c'est des types qui veulent se suicider. Ils passent leur temps comme ça se termine bien quand même. Mais non, j'écris plutôt des histoires douloureuses. J'ai hésité sur tragique, mais ça fait trop classique grec. Hein. Donc on va dire douloureuse. C'est vrai, c'est que des personnages qui souffrent. Et d'ailleurs, je peux vous donner l'exemple d'un personnage. Ah oui, ça c'est ma mère. Mais je peux vous donner un autre truc, vous allez voir, c'est maman. Et c'est tellement vrai. Voilà. Ça s'appelle Tabac. Tabac, T-A-B-A-C. Hein. Comme le bureau. Donc c'est l'histoire c'est des petites pièces qui ont été jouées par Claude Pieplu et Julien Guillaumard. Il y a déjà quelques années. Donc je fais les deux, moi. Donc c'est un non-fumeur qui s'adresse à un fumeur repenti. Provisoirement repenti. Depuis quand tu as arrêté de fumer? Bah, je n'ai pas arrêté de fumer. Bah, alors pourquoi tu fumes pas? Je fume pas parce que tu ne fumes pas et que je n'ai pas envie que tu me reproches de fumer devant toi. Ah. D'habitude, tu fumes. Maintenant, je fume, mais je ne fume plus devant toi. Voilà. J'en ai assez de t'entendre me répéter que je t'empoisonnais, que je portais atteinte à ta longévité, que je me comportais comme un homme sans éducation, que je serais le seul auteur des difficultés respiratoires dont tu souffrirais forcément un jour à force d'avaler passivement la fumée de mes cigarettes. Tu m'as convaincu. Je fume, mais je ne fume plus devant toi. C'est courageux. Le tabac ne te manque pas? Si. Tu n'as pas envie de fumer? Si. Mais je sais dominer mes faiblesses. À mon avis, tu te fais du mal. Ne t'inquiète pas, ça va. Je tiendrai le temps qu'il faudra. Dans un sens, je préfère m'en passer. Ça me donne l'impression de maîtriser la situation. Surtout, ça m'épargne tes critiques, tes colères, tes lamentations. Tout ce que tu me disais me pourrissait le plaisir de fumer. Dans ces conditions, j'aime autant ne pas fumer. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Je m'abstiens. Tu n'as plus rien à me reprocher. Je t'ai cloué le bec. Moi, j'aimais bien te faire la leçon. J'avais le sentiment de me battre pour une bonne cause. J'ai l'esprit militant, tu sais. J'ai consacré ma vie à la lutte contre le tabac. J'aime ça. On peut dire que j'en ai entendu. Et pas des choses plaisantes à entendre, crois-moi. Tu m'as traîné plus bas que terre, tu m'as humilié, piétiné, menacé des pires châtiments. Ben, je ne faisais que mon métier. Il y a plus de 20 ans que je suis entré en guerre contre les fumeurs. Que veux-tu? C'est ma passion. C'est mon idéal.
Je n'ai vécu que pour ce combat. C'est la seule chose que je sache faire à la perfection. Tu ne peux pas dire le contraire. Pour être fort, tu es fort. Hein. Tu connais les arguments sur le bout des doigts. Me traiter de drogué, moi, il faut le faire. Plus jamais je ne te donnerai l'occasion de me rabaisser. J'en avais marre de te subir, de supporter tes gueulements de putois. Marre, et encore plus que marre. C'était pour ton bien. Tout ce que je disais, c'était pour ton bien. Pour ton bien à toi surtout. Tu ne voyais que ça, ta santé, tes poumons, le taux de gaz carbonique dans tes veines, l'irritation de tes muqueuses, les yeux qui te piquaient. Arrête. Tu as une mauvaise foi. Je m'en fichais, moi. La fumée ne me fait rien. Mourir 10 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tard, je m'en fiche. Même, je dois t'avouer que j'aime bien l'odeur du tabac. Tu veux que je te dise, en ce moment, elle me manque. Bon, ça, je m'en fiche. Ça ne me déplairait pas que tu en fumes une petite. Pour t'entendre me traiter de drogué? Non, merci. Je te traite de drogué en connaissance de cause, puisque je suis moi-même un drogué. J'ai besoin que tu fumes, parce que j'ai besoin d'exprimer mon sentiment anti-tabac. Si tu ne fumes pas, ma vie n'a plus de sens. Je n'ai plus rien à dire, je suis en manque. Je deviens fou. Fume-en juste une petite, par sympathie, par solidarité, par charité. Si j'en fume une, tu vas gueuler. Mais oui, c'est ça qui est bon pour moi. Mais oui, c'est ça qui est bon pour moi. Le tabac, c'est ta drogue. Moi, ma drogue, c'est de gueuler contre le tabac. On est fait pour s'entendre. Fume-en une, je t'en supplie, juste une petite, pour me calmer. La dernière, 1 ou 2 bouffées seulement. Claude Piéplu et Julien Guillaumard dans le même corps. Mais c'est profond. Hein. C'est vécu aussi. Oui. Bon, alors je vous laisse la parole pour toujours. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez peut-être des choses à demander à Franz Bartel. La soirée est faite aussi pour ça. Je peux vous prêter mon micro. Pour ceux qui sont lecteurs ou pas lecteurs, c'est le moment. Et puis on va dire d'autres choses aussi, de toute façon. Ah ben moi je veux bien lire, je peux lire encore. J'en ai encore une pareille que celle-là. Mais meilleure. Mais triste. Mais c'est une tristesse marrante. Ça s'appelle Des larmes. Des larmes. Pourquoi tu pleures? Parce que je trouve que ça fait bien. Et puis je suis assis. Et j'aime bien pleurer quand je suis assis. Il faut perdre cette habitude-là. Si tu veux qu'on s'entende, il ne faut pas pleurer. Ça m'énerve. Tout à l'heure, tu étais debout, tu ne pleurais pas, ça allait, on s'entendait bien. C'est seulement quand je m'assois. Ça me met les larmes sous pression. C'est un phénomène physique ou mécanique, je ne sais pas exactement. Je m'assois et les larmes se mettent à couler de mes yeux. Voyons, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai les fesses pleines de larmes. Quand je m'assois, ça remonte. C'est un peu le principe de la poire à lavement. On appuie, ça gicle. Je fonctionne comme une poire à lavement. Enfin, on n'a pas de larmes dans les fesses. Normalement, non. Mais moi, si. Je suis né comme ça. C'est un handicap. Mais non, pour avoir des larmes dans les fesses, il faudrait que les fesses soient creuses. J'ai passé des radios, j'ai les fesses creuses. Creuses, mais pas vides, parce qu'elles sont remplies de larmes. On a fait des analyses.
C'est pas normal, ça. Et qu'est-ce qu'ils disent, les docteurs? Ils disent que ça n'empêche pas d'être heureux. Bah, quand on est heureux, on ne pleure pas. Je vois bien que tu n'es pas heureux. Il n'y aurait pas moyen de te greffer quelque chose dans les fesses. Je sais pas, moi, du gras. De la cervelle de lapin, de la paille hachée. Tiens, du silicone. J'aurai des larmes de silicone, c'est tout. Tu penses bien qu'on a réfléchi au problème. On pourrait t'équiper de valves. Une valve dans chaque fesse. Tu sais, un genre de purgeur. Avant de t'asseoir, tu ouvres le robinet, tu fais la vidange et le tour est joué. Tu t'assois sans pleurer. Oui, c'est une solution. Mais tous les chirurgiens ont refusé de pratiquer l'opération. Oh, tu vas pas me dire que c'est compliqué de brancher des robinets sur un cul. On répare le cœur, on va fouiller dans le cerveau avec des tournevis. C'est quand même autre chose, techniquement. Eh oui, c'est autre chose. Mais les chirurgiens ont peur de se sentir ridicules en m'opérant. Le cœur, le cerveau, même les doigts de pied, c'est noble, c'est glorieux, on peut avoir le prix Nobel. Mais pour un chirurgien, installer des robinets sur des fesses, c'est pas sérieux. Il a trop peur qu'on se fiche de sa gueule. Ah, je te plains. Oh, je ne suis pas à plaindre. Tu sais, ça ne fait pas de mal. Oui, mais pleurer toute la journée, franchement, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Mais je me console en me disant que je pleure assis. Assis, c'est tout de même plus reposant. Allez, tiens, prends mon mouchoir. Non, merci, c'est gentil. Mais le mouchoir, c'est trop beau pour ces larmes-là. Moi, je prends du papier toilette. Je m'essuie. Il ne faut pas croire que tout soit autobiographique. Hein. Voilà. Bon, ben... Vas-y. Oui, moi, je voulais juste terminer par ton regard sur tes personnages. C'est parfois cruel, le trait est dur, et en même temps, on sent une bénévolence. Et puis, j'ai noté que les hommes sont plus maltraités que les femmes dans tes romans. Les femmes sont souvent puissantes, rusées, intelligentes, elles s'en sortent mieux. Travaille dans l'industrie. Parce qu'elles m'ont fait beaucoup souffrir. Oui. Les hommes souffrent à cause des femmes et les femmes souffrent à cause des hommes. C'est ça. Il y a un échange de bons procédés. Enfin, non, je n'ai pas souffert beaucoup, moi, parce que j'étais un malheureux narcissique. Dire, quand j'avais un chagrin d'amour, je me disais, je vais écrire une belle histoire. Et je me regardais dans la glace, mais j'étais plus jeune. Et puis je me disais, putain, t'es beau quand tu souffres. Et donc c'était une espèce de coquetterie, quoi. Il faut pas croire, le chagrin, c'est quelque chose d'assez... maintenant, je suis vieux, donc j'espère plus rien de la vie, ou pas grand-chose. Enfin, des plaisirs de la vie, je veux dire. Mais je trouve qu'avoir un dernier chagrin d'amour, c'est quand même bien, quoi. Il n'y a rien de mieux. Un chagrin d'amour, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a aimé. C'est ça qui est bien. Qu'on a aimé, qu'on ait été aimé. Ça se termine mal, mais comme disait Catherine Ringer, les histoires d'amour se terminent toujours mal. Mais c'est magnifique, quoi. Alors, je fais pas un appel, mais bon, si je pouvais souffrir une dernière fois... Voilà. On termine par un dernier texte, Franz, avant de prendre le temps de la dédicace et puis d'un verre. Oh ben, je sais pas s'il me reste des choses intéressantes. J'ai des choses, mais... j'ai des trucs, mais compliqués. C'est du français. C'est du français, c'est la langue française dans tous ses états, mais c'est assez compliqué. Ça s'appelle l'externalisation, et c'est très difficile à dire. Alors, je vous le lis tout cru, hein, sans... je passerai les trucs difficiles.
L'économie possède un vocabulaire formidable et qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Le mot externaliser signifie qu'une entreprise fait fabriquer ce qu'elle conçoit dans des usines situées dans des pays où l'esclavage n'a pas été aboli, en Chine ou en Corée par exemple. L'ai-je bien descendu? Pas mal, hein? Externaliser, probablement construit comme syndicalisé et formalisé, ouvre la voie à tout un lexique d'une haute portée technique. Immédialisé, grabalisé, pontificalisé, concordalisé, intérimalisé, etc., etc., etc. Ces verbes qui ne sont nouveaux qu'en apparence et qui préexistaient dans les limbes de la terminologie exigent d'être substantifiés sans délai par l'ajout du suffixe adéquat, ation. Autrement dit, d'être soumis à une opération d'adéqualisation substantifaire qui enrichira les dictionnaires des mots suivants: immédialisation, grabalisation, pontificalisation, concorde, etc., etc. Au prix d'un suffixe productif et facile d'emploi comme isé ou d'une désinence primitive comme er, on obtient une nouvelle liste de verbes dont les siècles à venir prouveront qu'ils sont indispensables à l'évolution de la société. Que personne ne décroche, hein, parce que là, alors là c'est compliqué, hein. Immédialisationner, grabalisationner, ça existe, on voit ça dans la presse de temps en temps, hein, etc. C'est agréable de savoir que le lexique est extensible à l'infini et qu'il reste du travail pour plusieurs générations de lexicographes. Évidemment, les bavardages du futur perdront en vivacité ce qu'ils auront gagné en réalisme sémantique. Il faudra du souffle pour marivauder et du temps pour passer un petit coup de fil. Mais le cerveau de l'homme de demain sera beaucoup plus fiable que le nôtre qui contient 1000 fois plus d'informations que n'en contenait celui de l'homme des cavernes, qui ne communiquait que par brève. Brève, quel est le mot suivant? Onomatopée. Appliquons cette vision de l'avenir au mot poète. Et on en arrive toujours à la poésie. Poète fait poeta, athée, comme externe fait externa. On est bien d'accord. Poeta fait poétaliser, comme externa fait externaliser. Malin. Poétaliser fait poétalisation, comme externaliser fait externalisation. Poétalisation fait poétalisationner, comme externalisation fait externalisation. Bon, vous avez tous compris où je voulais en venir. Alors on va passer aux travaux pratiques. À la construction du vocabulaire sur le mot poète. On connaît déjà la rue Poétière, rue où se produisent les poètes. Le poétage, issu du verbe poéter, poéter, hein, poéter, il y a un O. L'action des yeux d'Elsa dans le poétage d'Aragon. C'est un exemple. La poétance, poète en poétance vers l'infini. La poétaille, troupe des obscurs et des sans grades de la poésie. Et regardez-la qui passe en vain, la poétaille vêtue de loques et de vélin. La poétaison, moment de la vie où l'artiste récolte ce qu'il a semé. Bon, et encore. Vous avez le poétissement. Le poétissement, c'est la tendance naturelle du langage familier à évoluer vers plus de délicatesse. Oui. Donc, je donne un exemple. Grâce aux actions du gouvernement en faveur de l'alexandrin, on assiste à un lent mais irrésistible poétissement des populations. Vous avez poétisation, travail auquel le poète soumet le discours commun. La poétisation de l'annuaire des téléphones consiste à classer les patronymes par affinité caudale en fonction de leur faculté à rimer les unes avec les autres. Vous avez la poéture. La poéture, c'est l'ensemble des poètes siégeant dans les instances officielles. Poéture assise, ou déambulant autour du monde, poéture debout. Poétade. À la poétade, tout le monde a assisté à des poétades. Joutes festives au cours desquelles les poètes déclament leurs œuvres devant un public de simples mortels. Alors, titre d'un journal, la dernière édition de la poétade de Bogny-sur-Meuse n'a fait de victime que le public.
Vous vous sentez visé, là. Enfin, pas visé, mais concerné. Bah, tant pis, hein. Fallait pas venir. Vous avez la poétoire. La poétoire, c'est un instrument en forme de luth avec lequel le poète part à la chasse aux muses. Armé d'une vieille poétoire ayant appartenu à Alfred de Musset, Émile Davis, qui est un poète ardennais, s'avançait dans la jungle des adjectifs en as, hélas. Émile Davis, il était terrible. Hein. Il a fait un seul beau alexandrin dans toute sa vie. Il parlait des gens vous savez, du Koweït ou de je sais pas. Donc, il avait vu des reportages à la télévision, il avait vu qu'ils avaient des voitures, des télévisions, des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Et il était triste parce qu'ils avaient abandonné leur tradition pour la société de consommation, quelque part, depuis la société numérique. Alors il avait écrit un truc qui parlait des grands occidentés. Il avait trouvé ça formidable, quoi. Non, c'est bien, hein, grands occidentaux, enfin bref. Ouais, poéteresse, la poéteresse. Il y a des poéteresses ici. Poéteresse, c'est une femme au verbe haut et au vocabulaire imagé. La poéteresse est à elle seule la lettre et le timbre. La lettre, c'est pour le verbe et le timbre, c'est pour le verbe, la voix. Poétitude. La poétitude, l'ensemble de caractères qui font qu'un homme peut se prévaloir d'être poète. Le Belge, mieux qu'un autre, sait assumer sa poétude. Vous avez le poèteron. Le poèteron, poète rustique, généralement de traits et de ratures, et qui s'attelle à la tâche avec des œillères et des gros sabots. Le poèteron trace son sillon avec opiniâtreté. Le soir, il rêve d'un monde meilleur en regardant qui veut gagner des millions. La poétrie, lieu où s'exerce l'activité poétique. Je vous passe ces exemples, ils ne sont pas terribles. Vous avez la poètelette. La poètelette, c'est de la poésie comestible, généralement composée de vers blancs. Le vers blanc, c'est un vers sans rime. Et de vers jaunes, légèrement brouillés, puis cuisinée avec une simplicité potagère. Elle me servit toute fumante sur un plat rond, une poètelette aux herbes de son jardin. Et j'en ai trouvé un autre exemple, mais ça c'est pour les anciens qui connaissent bien la musique de variété. Love me frites, love me. C'est difficile à comprendre, mais je vous assure, une fois qu'on a compris, on ne peut plus s'en passer. Poétiole, nom poétique de la queue, quand on parle d'une feuille où est imprimé un poème. Si ce n'est pas le poétiole, qu'est-ce que donc que je sens? Pétrarque. Poéticule, petit tas de poèmes. Alors, poétillon. Le poétillon, c'est un poète sans hauteur et sans envergure. Le génie ne se bouscule pas au poétillon. La poétine, c'est l'hormone produite par la glande poétéenne, agit sur le cœur et sur les tensions de l'âme. La poétose, maladie qui se caractérise chez les romantiques par un teint blafard, chez les classiques par une haleine poussiéreuse, et chez les saturniens par un jaunissement du blanc de l'œil. Il mourut d'une poétose mal soignée. Poétéenne, c'est là où tout le monde sait que ça qualifie la glande qui produit la poétine. Et vous avez la poétoise, c'est un ustensile qui permet de prendre les mesures d'un alexandrin ou d'un octosyllabe en cours d'élaboration. Désigne également l'habitant du poème. Les poétois épousent de préférence les poétoises. Le poétane, c'est un gaz émis par les fermentations intimes d'un être qui se livre aux exercices poétiques. L'air sentait le poétane. Et ensuite, je vais en passer quelques-uns. Poétueux. Poétueux, c'est un poète intempestif. Poétueux. La tempête de Shakespeare doit être rangée parmi les œuvres poétueuses, au même titre que l'orage de Georges Brassens, de Quand la mer monte de Raoul de Godvarsveld et de Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. Poétu. Poétu, qui a la consistance du poète ou de la poétesse. Elle avait quelque chose en elle d'assez poétu.
Je ne sais pas trop ce que j'ai voulu dire là, mais enfin, j'ai certainement voulu dire quelque chose. Alors, poétième. Poétième, c'est un des adjectifs ordinaux comme deuxième, troisième, centième. Le poétième se caractérise par le fait qu'il ne compte pas. Pas mal, hein? C'est un peu méchant, mais bon. Poétessant, enfin tout ça, ça devient... Ce qu'on fait comme ça, on ne regarde pas, on y va. Moi, je ne trie pas. Hein. Poétible, censé posséder les qualités qui permettent d'accéder à l'état de poésie. L'enfant est plus poétible que le vieillard. Poétichon. Poétucher. Un poétichon, c'est un versificateur grossier qui fait rimer amour avec toujours. Poétifier, faire le poète, se prendre pour un grand poète. Il poétifiait avec tant de morgue qu'il semblait déjà plus froid et plus raide que la statue qu'il serait un jour. Poételer, rédiger rondement de petites œuvres poétiques. Poételer. Fleurs de papier, alors ça, fleurs de papier, vous regardez chez les bouquinistes et tout ça, les fleurs de papier, c'est un recueil sur 5. Fleurs de papier. Fleurs de papier, le titre qui revient le plus souvent sous la plume de ceux qui ont choisi de poételer. Alors poétiser, ça que tout le monde connaît. Poétoyer. Poétoyer, c'est poétiser avec appétit, et même avec gourmandise. Poétailler, c'est bricoler des vers qui ne s'ajustent jamais correctement à la ligne. Poétiner, ah ça j'aime bien ça. Poétiner, exprimer ici et là de minuscules formules poétiques extraites des anthologies. Poétonner, écouler des métaphores tièdes le long d'un axe... Alors oui, alors là, c'est beau. Écouler des métaphores tièdes le long d'un axe creux en produisant des bruits d'air. Il écrivait avec ses tripes au-dessus de lui. Parce qu'on demandait aux poètes comment ils écrivent. Ah, avec mes tripes. Ah putain, c'est pour ça qu'on dit l'air sans le poétane. Bon, et il y avait polétoté. Je poétisais en dilettante et sans y penser. Il flânait sans penser à rien, attendant l'heure de l'autobus. En un mot, il poétotait. Ça, je l'ai souvent fait. Et puis voilà le dernier, théoriquement. Poétule. Ça, c'est un mot que j'aime bien, une poétule. C'est une petite forme poétique en vers ou en prose. J'avance et je recule. 2 mots, une poétule. C'est assez beau, hein? C'est un joli mot, non? Oui. Bon, ben voilà. C'était quand même la minute culturelle. Hein? Parce que là, on a vraiment fait on a dépouillé le lexique. Hein? Il y a des livres là qu'on peut acheter à côté de Franz Bartelt. Il va prendre le temps de les signer éventuellement. Il y a de la bière belge au comptoir. Voilà, et si vous avez envie de venir lui dire quelques mots, vous pouvez. Bonne fin de soirée à tous et on continue la soirée au beau jour. C'est un article que j'ai fait pour une revue de science-fiction. Ah, c'est ça. Sur la feuille de Émile Copa. Le reste